si vous faites ça d'entrée de jeu, vous êtes mort. C'est ce qui peut faire décoller ou non un e-commerce, justement. Ça a énormément changé en 5 ans. Figure-toi que ça revient un peu. C'est vrai. Est-ce qu'ils ont inventé quelque chose? Vaut mieux du volume que de la qualité. On va pas se faire des ennemis avec cette marque de gourde. Et c'est plus un marathon maintenant qu'un sprint. Pour nos accompagnants, non. Nous sommes les accompagnants. Bonjour à tous et nouvel épisode de podcast aujourd'hui où je reçois mon compère Hugo. Alors ça fait super longtemps que j'ai pas enregistré de podcast et c'est un plaisir de te voir aujourd'hui ici à Lille puisque tu es monté avec nos amis Clément, Félix et Mathis, des membres de l'équipe, des partenaires et des associés et des amis, j'ai envie de dire. Donc bienvenue à toi. Merci. Alors je ne sais pas si vous le voyez à l'image mais il neige derrière, on est vraiment dans le nord. En plein hiver, donc doublement merci d'être venu. C'est un plaisir d'être là, puis j'ai hâte de faire ce podcast avec toi. Ouais, je pense qu'en plus c'est important, là c'est la nouvelle année, donc on a beaucoup de sujets à aborder sur comment fonctionne le e-commerce en 2024 et à quoi est-ce qu'il faut faire attention. Donc très content d'être là et merci d'avoir pensé à moi. On va quand même situer pour les personnes qui regardent cette vidéo, on parle de l'année 2024, effectivement. Je ne sais pas si tu l'as dit, tu m'as peut-être dit tout à l'heure, j'ai pas capté. Donc 2024 qui commence, c'est encore un tournant, c'est vrai que tous les ans, les années passent, mais le e-commerce change énormément. Chaque année ne ressemble pas à l'année précédente. On l'a vu, nous on est là chez Incubox depuis maintenant 5 ans et des poussières, et on l'a bien vu que ce soit par rapport en fait à nos clients, le type de clients qui nous contactent, avec qui on travaille, les résultats aussi des clients, la manière dont ils font du e-commerce. Ça a énormément changé en 5 ans. 5 ans, c'est vrai que c'est peu de temps, mais pour une industrie comme l'e-commerce, c'est très très long. Toi qui baignes encore dedans, puisque c'est vrai qu'il faut quand même préciser une chose, c'est que Hugo donc, travaille avec nous par rapport à des accompagnements principalement, et par rapport à tout un tas d'autres services de media buying, de Google Ads, de création de boutiques, etc. Donc ça fait partie des services Incubox aussi qu'on vous délègue, puisque, encore une fois, vous avez cette compétence que nous, on n'a pas, et ce temps aussi. Donc on délègue ça à votre agence. Mais vous êtes aussi e-commerçant, et c'est vrai que moi, ça fait bien longtemps que je n'ai pas touché, en fait, à du media buying, à Shopify, en fait. Même à Shopify. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'évolutions, effectivement. Nous, on s'occupe chez Incubox vraiment de la partie plutôt back-office sur la partie produit et logistique. Alors, est-ce que tu vas pouvoir nous parler un petit peu des nouveautés, des conseils pour les gens qui sont dans le e-commerce, qui sont déjà dans cette industrie, mais c'est les personnes qui arrivent, qui ont envie peut-être de créer une boutique, qui voient d'autres personnes qui ont créé des boutiques, qui ont du succès, qui ont des galères. Comment éviter les galères, comment éviter effectivement des échecs et se décourager trop vite. Écoute, j'ai préparé, on a fait une synthèse de plusieurs questions qui reviennent souvent, du coup, au niveau de l'agence, donc notamment sur la partie dropshipping e-commerce. Donc, les questions que les gens se posent, donc c'est des questions que les gens se posent déjà depuis longtemps, c'est les mêmes questions en 2024 que les questions en 2019. Mais donc je propose qu'on essaye du coup de répondre à ces différentes questions à travers le prisme de 2024, faire un petit peu un point. Il y a des réponses qui ne sont plus les mêmes qu'en 2019, donc je pense que c'est intéressant de se poser et de se reposer ces questions-là. Et je te propose de commencer directement avec la question la plus essentielle pour comprendre le reste du sujet, à savoir le dropshipping au final, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est encore et toujours la question qui revient à chaque fois, parce qu'il y a un flou autour de cette définition. Pour beaucoup, le dropshipping, c'est une arnaque, disons-le. C'est ça, le dropshipping, c'est du AliExpress, tu revends les choses plus chères, etc. C'est souvent, comme tu l'as dit, associé à de l'arnaque. Et alors, qu'est-ce que c'est réellement? C'est quoi ta définition à toi? C'est quoi la définition qu'on donne chez Incubox du dropshipping? Alors c'est vrai qu'effectivement, c'est presque un mot qu'on essaye de masquer un peu. Tu vois, par exemple, sur le site Incubox, on essaye de masquer un petit peu ce mot dropshipping. On parle vraiment de e-commerce maintenant, c'est vraiment devenu le mot-clé général, alors que ce n'était pas le cas avant. Pourquoi? Parce que déjà, effectivement, la typologie de client a vachement changé. On a de moins en moins de gens qui nous contactent pour du dropshipping basique, on va dire. On a de plus en plus de personnes qui veulent créer des marques. C'est aussi notre valeur ajoutée, donc ils nous contactent pour ça. On communique également là-dessus. Mais on a encore des gens qui sont des dropshippers, qui veulent le devenir, qui nous contactent.
Et c'est vrai que ce mot dropshipping, donc comme je te disais, on le masque un petit peu, on le dissimule un peu plus, puisque c'est toujours assimilé à de l'arnaque, à de l'escroquerie, etc. Depuis maintenant 2 ans, il y a eu suffisamment de communication négative de par le gouvernement, de par des influenceurs qui eux-mêmes décalquaient d'autres influenceurs, des youtubeurs qui critiquaient des influenceurs. Il y a eu énormément de vidéos, d'articles, de presse aussi dans des magazines. Il y a beaucoup de gens en fait, qui faisaient de l'arnaque en utilisant le modèle dropshipping. Exactement. C'est dans ce sens-là que c'est toujours ça, mais le problème c'est qu'on englobe du coup l'arnaque dans le mot dropshipping. Nous on le redéfinit toujours par rapport à nos clients sur une méthode d'expédition, en fait simplement une méthode de e-commerce, puisqu'en fait du e-commerce il y a beaucoup de types de e-commerce différents, c'est une grande famille en réalité le e-commerce, et le dropshipping est simplement une catégorie de e-commerce, c'est-à-dire vous n'allez pas détenir votre stock. Si on simplifiait ça, c'est-à-dire simplement vous avez votre boutique en ligne, vous pouvez être tranquillement chez vous, vous n'avez pas besoin d'avoir un entrepôt, vous ne détenez pas physiquement votre stock, il vous appartient à ce que vous avez payé, mais un agent extérieur, un tiers, détient le stock et envoie les colis pour vous, chez vos clients, chez l'acheteur final. C'est tout. C'est ça le dropshipping, en fait, point barre. C'est la seule définition réelle du dropshipping, même si évidemment ça englobe toutes les mauvaises pratiques qu'on a connues et qu'on connaît encore un petit peu et qu'on fait beaucoup de mal à cette version du e-commerce. J'ai une anecdote un petit peu sur ça, mais on a parmi nos clients quelqu'un qui fait du dropshipping avec Etsy. Et du coup, c'est pas du tout l'image qu'on peut en avoir. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des produits qui sont des produits artisanaux. Voilà, c'est fait par des artisans. Et donc, il n'y a pas de stock. En fait, c'est directement les artisans avec qui il travaille sur Etsy qui vont fabriquer, puis qui vont envoyer à ses clients à lui. Donc effectivement, il sert d'intermédiaire, il fait le marketing, il a son site, il a créé une marque. Mais derrière, il vend des produits locaux, de qualité, fabrication artisanale, mais dropshipping. Et donc par contre, les clients sont super contents, etc. Et c'est vrai que c'est des modèles comme ça qu'on ne soupçonne pas parce que tout le monde pense effectivement que c'est juste dropshipping avec AliExpress, c'est forcément de l'importation, c'est forcément dégueulasse. Associé, c'est toujours associé à AliExpress de toute façon, au dropshipping. Alors que, comme tu le dis, il y a plein d'autres méthodes, plein d'autres sourcing de produits possibles, même des produits qui peuvent être handmade, qui peuvent être faits à la main, qui peuvent être artisanaux, peu importe. C'est ça, c'est revenir vraiment sur cette définition simple qui est tu ne détiens pas les stocks et tu laisses tes fournisseurs, quels qu'ils soient, fabricants, artisans, usines, envoyer directement les colis, en fait faire et la fabrication et la logistique. Et donc ça peut être fait de manière très correcte, très propre. Tout à fait, très rigoureuse. De toute façon, les personnes qui travaillent avec nous, qui nous connaissent un petit peu, savent très bien que c'est un petit peu notre éthique chez Incubox. On a commencé par notre étiquette, on va dire, principale, c'était agent de sourcing dropshipping. Aujourd'hui, on s'élargit vraiment au e-commerce, mais c'est la même pratique. Que ce soit un client, donc quand je dis client, c'est un e-commerçant, puisque évidemment, on ne s'attaque pas aux clients, aux acheteurs directement. Qu'un e-commerçant, effectivement, s'adresse à nous pour du dropshipping, c'est-à-dire que il a vu un produit sur AliExpress qui l'intéresse, il n'a pas envie forcément de lui donner de valeur ajoutée, il veut simplement trouver ce produit avec un bon ratio qualité-prix et puis un bon système logistique. On va s'occuper de ça, c'est-à-dire qu'on va sourcer ce produit pour trouver la meilleure qualité au meilleur prix. On va s'assurer également que les certifications, les normes, en fonction du pays dans lequel le produit sera vendu, sont correctes et sont réelles. Ça aussi, on analyse ça. Et on va expédier ces colis en 24 heures après la commande sur la boutique du e-commerçant, et les colis sont livrés en général en 6-7 jours. Alors c'est la moyenne. Après, il y a des colis qui peuvent être livrés un petit peu plus longtemps, etc. Mais grosso modo, on fait bien le taf. On a relativement peu de SAV, même s'il y a toujours un colis qui peut prendre cher pendant le transport, être écrasé, le produit peut être abîmé. Comme partout. Si vous allez chez Darty acheter un frigo, vous pouvez très bien être livré et à réception, le carton s'est fait défoncer sur un coin, le frigo est abîmé, ça arrive, pas de souci. On renvoie les produits de toute façon, puisque à nos frais, j'entends le prix du shipping et le prix du produit chez le client pour limiter justement les réclamations, les litiges SAV. Donc oui, on peut très bien faire de la logistique et du dropshipping de manière, je dirais, éthique, rigoureuse, sérieuse, qui va dans le sens
du e-commerçant, mais qui va surtout dans le sens du client final, puisque c'est la plus belle, je dirais, valeur et c'est la meilleure richesse du e-commerçant. Ouais, tout à fait. Bon, bah, c'est bien, on a pu redéfinir à nouveau pour la 15e fois, je pense. Plus que ça, peut-être. Le dropshipping et sa définition, mais c'est important parce que sinon, pour le reste des questions, on ne part pas sur une bonne base si on n'a pas reposé cette définition. Deuxième question, du coup, même si la réponse paraît un peu évidente avec ce que tu viens d'évoquer, est-ce que le dropshipping, du coup, est légal? Est-ce qu'il est toujours légal? Alors, il n'a jamais été illégal. D'ailleurs, c'est vrai que c'est une question aussi qui revient. On a souvent des prospects qui nous contactent et qui sont toujours un petit peu embêtés par cette question. Certains, j'ai encore eu quelqu'un au téléphone il y a quelques jours qui m'a dit: est-ce que je dois quitter la France pour faire du dropshipping? Alors, s'il quitte la France, c'est pour d'autres raisons, mais en tout cas, ce ne sera pas pour celle-ci. On va en parler un peu plus tard. D'accord. Raison pour quitter la France. Oui, elles peuvent être nombreuses, c'est clair, ces raisons. Mais non, c'est tout à fait légal à partir du moment en fait, où vous faites les choses correctement, c'est-à-dire que quand un client va payer pour un produit, il faut qu'il reçoive ce produit pour lequel il a payé, dans les meilleurs délais. À partir du moment où vous assurez d'avoir une qualité correcte, des délais d'expédition qui sont corrects également, même si, encore une fois, vous n'êtes pas tenu légalement d'assurer une garantie, par exemple, sur des délais d'expédition. Il peut y avoir 36 raisons qui expliquent qu'un colis va arriver avec une semaine de retard par rapport à la durée normale de livraison. Ouais. Ça peut être la météo, ça peut être la période, ça peut être des conditions politiques également. Alors je vais par exemple prendre la guerre en Ukraine. On envoyait nous beaucoup de produits aussi par container par voie ferroviaire, à savoir que le train passe par l'Ukraine. Donc pendant une période, ça s'est arrangé depuis, mais pendant une période, c'était évidemment un manque de stabilité dans la région qui faisait qu'il y avait beaucoup de retard. Bon, ça, c'est pas de votre faute. C'est toujours, ça se justifie. Voilà, il peut y avoir des aléas qui se justifient, qui ne sont pas de votre responsabilité, mais votre responsabilité à vous, pour être dans la légalité, c'est simplement de ne pas voler vos clients. C'est qu'on dire, mais on a connu beaucoup de gens qui ont fait du dropshipping sale, qui mettaient en vente des produits sur des boutiques qui étaient vite faits. Aujourd'hui, c'est plus rare, parce que le consommateur est aussi plus instruit en termes de e-commerce, plus éduqué, mais à l'époque, il y a beaucoup de gens qui ont fait des fortunes. À l'époque aussi, on mettait peu d'argent sur Facebook Ads et on faisait énormément de ventes. Ils lançaient des boutiques pendant 1 mois, 2 mois. Ils ne livraient pas les clients, ils encaissaient l'argent, ils fermaient les boutiques, ils disparaissaient. On a eu énormément, donc les arnaques étaient courantes. C'est de moins en moins le cas aujourd'hui, honnêtement. On ne m'a pas remonté ce genre d'informations depuis très longtemps. Très longtemps. Peut-être 1 an, 2 ans, je n'ai pas entendu parler de ça. Donc la légalité, elle est là. Et vous assurez d'avoir des produits aux normes. Et ça, c'est la difficulté si par exemple vous vendez des produits qui sont liés à un univers bébé. Vous imaginez bien, c'est très sensible. Donc là, vous avez intérêt à avoir des produits aux normes. Sinon, vous risquez d'avoir un contrôle de la DGCCRF. Les normes des pays dans lesquels vous vendez. Des normes des pays. C'est-à-dire qu'effectivement, alors oui, c'est très important ce que tu dis, puisque des fois, on a eu des clients aussi qui s'assuraient d'avoir les produits pour, par exemple, la France. C'est vrai que malgré tout, la plupart des e-commerçants qui bossent avec nous sont français, francophones et vendent principalement, on va dire, en France. Et puis, une fois que le produit marchait, ils dupliquaient les ventes en Allemagne, en Italie, en Espagne, etc. Sauf que oui, alors, tant qu'on reste en Europe, globalement, les règles sont les mêmes. Mais il y a des particularités selon les produits par pays, malgré tout. Il faut quand même faire très attention à ça. Il faut se renseigner, il faut nous demander, par exemple. Mais alors si vous commencez à vendre dans des pays qui sont hors Union Européenne, c'est con, mais genre la Suisse par exemple, on a des réglementations douanières en Suisse qui sont beaucoup. Luxembourg. Voilà, donc il faut faire extrêmement attention et il faut éviter de dupliquer comme ça les ventes sans s'assurer d'avoir les produits qui sont... Alors ça emmerde tout le monde, on va dire les choses clairement, les normes, les certifications, c'est chiant. Le problème aussi, c'est qu'il est difficile d'avoir un produit au meilleur prix avec une qualité correcte et puis toutes les normes passées, etc. En général, il faut passer des normes. C'est également... Nous, on s'occupe de ça également, c'est-à-dire qu'on travaille en partenariat avec un laboratoire italien notamment qui va se charger de faire passer les normes européennes à des produits qui sont un petit peu sensibles. Mais voilà, c'est-à-dire, pour revenir à la question, parce que là je m'égare un petit peu, légalité, oui, c'est légal de faire du dropshipping si vous faites les choses correctement et avec une entreprise. Oui, tout à fait aussi. Ça c'est quand même... Si vous êtes un particulier et que vous faites ça en nom propre, non, c'est pas légal. C'est vrai que du coup, vu qu'on parle dans le sujet de 2024, en 2024, ça devient difficile de faire du dropshipping sans structure, sans société, parce qu'en fait, les fournisseurs de paiement maintenant sont beaucoup plus regardants.
que ce soit Stripe, Shopify Payment ou PayPal. Exactement. Généralement, maintenant, vous ne pouvez plus trop ouvrir de compte, mais de nouveau, c'est partie des choses qui sont plus comme avant, parce qu'en 2019, tu pouvais ouvrir un compte Stripe, un compte PayPal, connecter ça à ta boutique, vendre sur ta boutique, Tout à fait. et finalement faire du chiffre sans société. Et moi-même, je recommandais ça d'ailleurs aux personnes que j'avais au téléphone, aux débutants, on va dire. Je leur disais, bah oui, mais commencez déjà, avant de vous lancer dans l'ouverture d'une SASU, de payer pour, etc. Commencez déjà votre boutique. Quelques semaines, 3-4 semaines, un mois, voyez si ça fonctionne. Je donnais ce conseil, même si évidemment pendant cette période, réellement, on n'était pas dans la légalité, mais commencez, faites déjà un petit peu de chiffres. Si vous voyez que le modèle, déjà, l'expérience vous plaît, le fait d'être e-commerçant, ça vous plaît, parce que bon, c'est aussi un métier quand même qui est difficile. En 2019, c'était plus simple, disons les choses comme elles sont, mais n'empêche que c'est un métier exigeant, le SAV, tout ça, c'est pas évident à gérer. Donc, je leur disais, voyez déjà si ça vous plaît, réussissez à faire un peu d'argent, et vous allez vous occuper de créer cette société dans 1 mois, 2 mois. N'attendez pas trop longtemps non plus, mais oui, c'était un conseil qu'on donnait qu'on ne peut plus donner aujourd'hui. Ouais, tout à fait. On va essayer de faire un peu plus synthétique pour les questions suivantes, parce qu'effectivement... Tu me connais, j'ai tendance à toujours répondre sur des réponses longues. On doit faire rentrer tout ça en 90 minutes, et on va essayer de s'y tenir. Question suivante, qu'on nous pose très souvent également, donc est-ce que ça fonctionne toujours ? Je vais commencer sur celle-ci. Parce que Vas-y, dis-moi. Est-ce que ça fonctionne toujours, le e-commerce ? Oui, forcément, sinon on serait pas là. Sinon, voilà, il n'y aurait pas d'activité d'agent et puis il n'y aurait pas de e-commerçant. Donc oui, ça fonctionne toujours en 2024, bien sûr. En revanche, il faut bien noter quand même que c'est beaucoup plus difficile qu'avant. Ça, on ne peut pas dire le contraire. C'est beaucoup plus exigeant. Je trouve que c'est tant mieux, parce qu'effectivement, on l'a évoqué, mais on a quand même eu toute une période où tout le monde pouvait faire n'importe quoi et où du coup, on avait quand même le consommateur final qui n'était pas respecté ni considéré dans beaucoup de cas. La porte d'entrée aujourd'hui est beaucoup plus compliquée pour plusieurs raisons. Comme disait, les fournisseurs de paiement qui sont beaucoup plus exigeants, donc ils regardent si vous avez bien une société. Ils seront également très à l'affût par rapport aux litiges que vous pouvez avoir si jamais vous avez des clients qui sont mécontents. Tout à fait. Ils peuvent mettre fin à votre activité très, très rapidement. Donc, dans tous les cas, il y a de la régulation, ce qui fait que juste s'installer et créer sa marque, c'est devenu plus exigeant. Il faut faire attention, il faut vraiment envoyer ses colis le plus vite possible. Il faut être très transparent, en tout cas le plus transparent possible sur les délais de livraison, sur la qualité, sur les matériaux, etc. pour éviter les problématiques autour de ça. Et même du coup, au niveau de la concurrence, il y a tellement de marques installées, il y a tellement de concurrence, en fait, de personnes qui se sont lancées en e-commerce, qu'on ne peut pas juste se dire, bon, je choisis un produit, je mets mon petit logo dessus, je me fais un petit site le tout en 1 semaine, j'envoie des pubs et normalement, je suis millionnaire en 1 an. Ça, si ça vous arrive, tant mieux, je vous le souhaite. Mais c'est vraiment un coup de bol. C'est vraiment un coup de bol. C'est vraiment un coup de bol. La plupart des gens, quand même, il faut le dire, vont avoir plus de mal à s'installer et c'est plus un marathon maintenant qu'un sprint. Il faut vraiment prendre le temps d'installer sa marque, d'essayer différentes stratégies, de faire tout un tas de choses, du SEO, des influenceurs, du Facebook Ads, du Snap, du TikTok, de l'organique. Et c'est en cherchant un petit peu comme ça les différents canaux d'acquisition, les différentes stratégies qu'on pourra doucement et sûrement installer une marque. Donc oui, ça fonctionne toujours, mais il faut beaucoup plus de patience qu'avant, beaucoup plus de vigueur et je dirais aussi un peu plus de moyens, forcément. On peut plus commencer avec 1 000 €. C'est vraiment... alors là, je ne suis pas forcément d'accord avec toi. Débat. Non, c'est pas un débat, simplement quand tu dis effectivement, bon, c'est plutôt une bonne chose. Ouais, alors c'est plutôt une bonne chose, oui et non, parce que ça écarte le fait effectivement que ça prenne plus de temps et surtout que ça demande plus de budget. C'est pas tant une bonne chose que ça. Autant je suis d'accord sur le fait que ce soit plus difficile de faire du dropshipping, ça écarte justement un petit peu tous ces dropshippers arnaqueurs qu'on a connus, tous ces scams qu'on a connus, ça c'est vrai. Maintenant, c'est vrai, ce qui est dommage par contre, c'est qu'effectivement, il y a des gens qui sont volontaires, motivés, travailleurs, qui avant pouvaient créer une marque, créer un empire e-commerce en partant de rien à 19 ans, en partant d'une chambre d'étudiant. Aujourd'hui, c'est un modèle qui devient extrêmement complexe. Et c'est vrai qu'on se rend compte que la porte d'entrée est beaucoup plus étroite et c'est réservé finalement, alors non pas à une élite, mais à des gens qui ont déjà beaucoup plus d'argent à mettre. On va parler après du budget pour commencer, puisqu'on l'a vu aussi pour nos accompagnements. On commence un peu à avoir une idée quand même concrète. Là, sur la deuxième semestre 2023, début 2024, les choses changent vite, comme on disait tout à l'heure. Et c'est vrai que ça demande un budget beaucoup plus conséquent, beaucoup plus de temps également. Donc,
on se décourage aussi plus vite. C'est vrai. C'est pas évident non plus de consacrer tout son temps à une activité, et ça demande de consacrer tout son temps à cette activité. C'est vrai. C'est fini le e-commerce, une demi-heure par jour en rentrant du boulot, tu regardes un peu tes sites et tu réponds 2-3 mails, on fait ça sur le côté. Beaucoup de formateurs disaient oui, non mais ça c'est génial, il y a quelques années. La belle époque, maintenant c'est terminé, maintenant c'est un travail à temps plein. Et donc travail à temps plein pendant plusieurs mois en dépensant énormément d'argent, en se disant les résultats viendront plus tard, c'est plus donné à tout le monde. C'est pour ça en ça je me dis ouais, c'est pas forcément une très bonne nouvelle non plus. Ah, c'est vrai. Je te rejoins. C'est ce que je voulais dire, c'était surtout effectivement sur le côté arnaque en dropshipping, etc. C'est plus possible et donc ça c'est plutôt un bien. Ça c'est plutôt bien. Mais effectivement, le revers de la médaille, c'est ce que tu viens d'évoquer. C'est que par contre, on a effectivement des gens de bonne foi qui peinent à s'installer. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que, moi je le vois avec certains clients, on a des clients qui sont très talentueux, j'ai envie de dire, qui ont des fois des idées de produits, alors ils partent pas forcément de zéro, mais ils ont à partir d'un produit existant, mais ils ont des idées très intéressantes pour l'amélioration de ce produit, pour la personnalisation, pour changer des fonctionnalités, etc. Et c'est vrai que alors ils mettent un petit peu tout leur budget là-dedans, parce que c'est vrai que nous, évidemment, en tant que fournisseur, on a affaire à des usines qui exigent des minimums pour pouvoir faire des changements. Donc on a des gens souvent qui ont des offres produits qui sont très bien structurées, très malignes parfois, et le produit ne prend pas. Au bout de quelques mois, c'est des gens qui jettent l'éponge, alors que je suis persuadé que tu mets ce même produit dans les mains d'e-commerçants, non pas plus expérimentés, mais qui ont simplement plus d'argent, plus de ressources, une équipe plus grande, et le produit peut très bien marcher, sur un temps plus long peut-être, mais qui pourra cartonner. On le voit avec certains produits. Hier, tu parlais de on va pas se faire des ennemis avec cette marque de gourde. On parlait de ça hier soir, quand on s'est vu là pour boire un verre, de cette marque de gourde que tu as acheté en fait avec, alors on va pas citer la marque, mais avec une pastille en fait qui s'insère au niveau du goulot, qui permet de boire en fait en ayant la sensation d'avoir une eau parfumée, alors qu'en fait c'est simplement le nez, c'est ça qui. C'est ça. Ok, et je trouve ça super malin. Mais tu me disais qu'en réalité, vas-y, explique-toi un petit peu, qu'est-ce que tu m'as dit là-dessus? Effectivement, sur cette marque qu'on ne citera pas, qui fait des gourdes, quand on avait vu les premiers placements produits de cette marque, je me suis dit, ils ont dû mettre un budget recherche et développement pour prototyper, pour faire, etc. Et peut-être. Mais n'empêche que finalement, ayant le produit maintenant, je réalise que c'est pas incroyable. Par contre, c'est très bien marketé. Et sur le principe, c'est effectivement une gourde. Tu poses un petit patch là pour avoir l'odeur et donc ça crée effectivement cette illusion que je trouve un petit peu discutable, voilà. Ça crée cette illusion d'un goût. Donc l'idée est super bonne pour ceux qui veulent en plus arrêter de boire du soda, etc. et donc juste boire de l'eau la journée. L'idée elle est super, mais le produit est très simple. Fallait avoir cette idée, mais le produit est très simple. Et effectivement, il suffisait d'y penser. Parce qu'en fait, en recherche et développement, je ne pense pas que ce soit si complexe. Non, mais n'empêche que si ce produit fonctionne, on le voit partout, des publicités, il y a énormément de budget ads derrière, et budget influenceur, etc. Et tu te dis, mais tu mets ça dans les mains, ce produit dans les mains. J'ai quelques clients en tête, beaucoup plus modestes. Bien sûr, ils n'auraient jamais pu faire décoller ce projet parce que voilà, ça demande des ressources financières qui sont beaucoup plus importantes et un temps, des équipes, etc. Donc c'est vrai que ça devient plus difficile, c'est un métier qui se professionnalise. Moi, ce qui me fait un petit peu peur pour l'avenir, et je fais vraiment une petite parenthèse là-dessus, je vais essayer d'être bref, c'est qu'à terme, alors c'est pas pour tout de suite, d'accord, le e-commerce est là pour durer, les parts de marché augmentent tous les ans de manière importante. Le Covid a mis un coup on va pas revenir encore sur le Covid, c'était il y a 3 ans de ça, mais ça a mis un sacré coup d'accélérateur et ça ne stagne pas, on n'est pas sur un plateau, ça continue. Ce qui fait un petit peu peur, en fait, c'est toujours pareil, le pouvoir de l'argent, c'est-à-dire que beaucoup de petits commerçants, et on le voit déjà maintenant, c'est de plus en plus difficile pour eux. Les habitudes de consommation aussi poussent de plus en plus de gens vers les grosses structures, les marketplaces, Amazon, Cdiscount, etc., qui sont très agressifs aussi au niveau publicitaire. Et que finalement, un petit peu ce qu'on appelle aujourd'hui le e-commerce, mis à part quelques boutiques spécifiques qui sont sur des produits très précis, mais que voilà, un petit peu tout soit phagocyté par des grands groupes. Et puis finalement tout le monde au bout d'un moment, peut-être dans 5, 10 ans, 20 ans, tout le monde achète sur ces 3 grands groupes, comme aujourd'hui on va au supermarché. Si je reprends l'époque quand j'étais gamin, dans mon village, ma petite ville, il y avait 5-6 épiciers, aujourd'hui il n'y a plus personne, tout le monde va soit au Auchan, soit à Carrefour, et ce qu'on a connu, on va dire, pour le magasin, les commerces physiques,
J'ai peur qu'on le connaisse également pour le e-commerce à terme, pas tout de suite. Et donc, il faut sacrément se différencier pour avoir effectivement un produit qui sort suffisamment de l'ordinaire ou qui propose quelque chose de suffisamment singulier, avec une vraie valeur ajoutée pour justement ne pas être avalé par la grande distribution du e-commerce. Surtout que l'un des risques en plus, c'est qu'on le voit avec certains de nos clients, c'est qu'on se met à vendre sur ces plateformes-là. Donc, tout à fait. Justement parce que, bon, à notre échelle, il y a du profit à faire en étant sur ces marketplaces. Il y a du profit, la crédibilité aussi, en étant présent là-dessus. Donc, on participe activement à notre propre fin. C'est ça. Et puis surtout, le problème, c'est comme on le voit pour la grande distribution aujourd'hui, qui étrangle, on va dire, par exemple, les agriculteurs, les producteurs de lait, etc. Ce sera un petit peu la même chose. C'est-à-dire que, comme tu dis, on participe à notre propre fin là-dessus, c'est-à-dire qu'on place nos produits chez eux, mais eux dictent leurs règles, leurs lois par rapport à leur rentabilité à eux, et ils n'en auront jamais assez. Et dans l'avenir, on n'aura pas le choix que d'obéir absolument à toutes les consignes qu'ils vont nous donner. Je suis bien d'accord. Voilà, on va refermer cette parenthèse-là, on avance. Un petit peu négative. Il y a encore des belles choses à faire d'ici là. Tout à fait. Eh bien, question qui tombe à pic. Du coup, comment on commence ? Comment on commence ? C'est à moi de répondre. Je ne sais pas si tu veux que je commence ou tu commences. Vas-y, commence. Je commence sur comment on commence. Comment on commence ? Moi, je pense que c'est très très important de soit se former, soit se faire accompagner, et que ça dépend du coup du budget à votre disposition, et ça dépend des compétences à votre disposition. Soit on commence avec beaucoup d'argent, soit on commence avec beaucoup de compétences. C'est un peu comme ça que je le vois, parce qu'on l'a évoqué, on a besoin c'est beaucoup plus exigeant, c'est beaucoup plus professionnel, et quand on veut se lancer en e-commerce, il y a plusieurs choses. Création du site, trouver les produits, trouver les meilleurs prix, gérer sa comptabilité, faire des vidéos, faire des photos, toutes ces choses-là, ça demande un peu de dextérité. Clairement. Et donc, soit vous savez le faire, et du coup, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent pour vous lancer, parce que vous allez tout faire vous-même et le faire bien. Soit c'est le contraire, et auquel cas, vous avez besoin de pas beaucoup d'argent, parce que... Pardon, qu'est-ce que je viens de dire ? Je viens de commencer par on n'a plus beaucoup d'argent. Tu parlais d'abord d'argent par rapport après les compétences. Ouais. Donc bon, il faut les compétences ou il faut l'argent, ça n'a pas le choix. et donc si c'est pas le cas, si on a beaucoup d'argent mais qu'on n'a pas les compétences, on peut se faire accompagner ou se former. Et auquel cas, du coup, à mettre un budget formation, et formation sur le marché qui sont abordables, soit se faire accompagner, ça c'est ce que notamment je propose au sein d'un Qbox. Et je pense qu'on ne peut pas commencer sans faire l'un des deux. Après, quand on est très compétent, on peut commencer avec pas beaucoup de budget. Et effectivement, il faudra avoir du budget forcément pour l'acquisition, ça serait important. Facebook Ads, Google Ads, des influenceurs. Mais ce sera a priori tout. Si vous savez faire le site, si vous savez faire du montage, si vous savez faire tout ça, c'est le seul budget dont vous aurez besoin. Mais il faut quand même compter 5 000 €, je pense, en 2024 pour se lancer efficacement. C'est quand même une somme. Encore une fois, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. C'est difficile pour quelqu'un qui débute. Un petit jeune, on a vu des gros succès qui étaient faits, réalisés par des jeunes étudiants. Nous, on a eu des clients très très jeunes, et c'est vrai que c'est difficile maintenant si on ne vient pas d'une famille un peu aisée ou s'il n'y a pas quelqu'un qui peut nous aider, quoi. Ouais. Ok. C'est le profil de toute manière des gens qu'on accompagne généralement, vu que c'est justement des gens qui n'ont pas beaucoup de compétences a priori, mais qui ont du budget et qui veulent justement monter en compétences avec nous et nous déléguer beaucoup de choses. C'est un peu ce qu'on remarque le plus clair du temps. Ils ont tous plus de 40 ans déjà. C'est tous des gens qui sont plutôt en reconversion professionnelle, des gens qui en ont marre de leur boulot de salarié, certains même, je pense à quelqu'un en particulier, dont on parlait hier, en fait, qui est super sympa et qui gagnait très bien sa vie, mais qui en avait marre et qui voulait... il a 45 ans et voilà, enfin non, il a mon âge, et il voulait un peu tourner la page et dire non, moi j'ai envie de gagner en liberté. Et c'est pour ça qu'il s'est lancé dans les e-commerce avec nous, sans compétences, mais avec du budget qui lui permettait d'aller quand même relativement loin, qui lui permet d'aller loin, on l'espère toujours dans la continuité sur le temps long en e-commerce. Ouais, tout à fait. On a répondu un petit peu à la question suivante au passage, donc il faut combien pour se lancer ? Donc si vous n'avez pas du tout de compétences, vous allez devoir tout déléguer. Donc en déléguant tout, il va falloir une bonne enveloppe. A contrario, du coup, si vous maîtrisez pas mal de choses, moi je préconise quand même 5 000 minimum de côté, au cas où ça se passe pas bien. Au cas où le déploiement de vos publicités fonctionne difficilement, qu'il y a beaucoup de tests à faire, il faut au moins 5 000 parce que si vous démarrez avec 500 ou 1 000 €, vous avez le temps de tester 2-3 petites choses, 2-3 vidéos publicitaires, 2-3 images.
Et si jamais elle ne marche pas directement, c'est fini. Et vous n'avez pas l'occasion d'essayer d'autres choses, de faire des modifications sur votre prix, sur Je dirais même dans les deux cas. C'est-à-dire que si jamais ça marche trop bien, ce qu'on vous souhaite, mais c'est-à-dire que le scaling devient difficile, puisqu'augmenter les budgets, la rotation entre la rentabilité est difficile. Et effectivement, si ça ne marche pas suffisamment, le temps de faire d'autres tests, tester d'autres créatives, etc., il faut également du budget, il faut de la réserve. Donc tu considères que 5 000 € de matelas publicitaire, simplement? Ouais, c'est le minimum quand tu veux te lancer en acquisition. En acquisition, on est d'accord. On ne parle pas des ouais. produits, on ne parle pas de la création de la boutique, du SAV, si vous déléguez tout ça. Ce qu'on ne vous conseille pas tout de suite. Non. Déléguer, oui, c'est super important. On le dit souvent, mais je pense que c'est la meilleure manière de faire grossir un business, c'est de réussir à déléguer aux bonnes personnes. Et si vous faites ça d'entrée de jeu, vous êtes mort. Vous déléguez step by step, mais... Et déléguer uniquement ce que vous avez déjà fait au moins une fois. Quand même pour savoir comment est-ce que ça se passe et être sûr que c'est important. Ouais. Puis déléguer, effectivement, va bouffer votre rentabilité. Donc, il faut déjà avoir une certaine assise de rentabilité pour pouvoir commencer à déléguer. Déléguer des choses qui sont les moins agréables, comme le SAV, je pense que c'est ce qu'on conseille toujours. Ouais, en plus, c'est l'activité un peu chronophage qui peut vite blaser, en fait. C'est ça. Donc, c'est vrai que c'est le premier truc qu'il faut déléguer pour rester motivé à faire son business et à croître. Exactement. Si tu fais du SAV tous les jours, c'est insupportable. C'est insupportable. Question suivante. C'est quoi les choses les plus importantes pour réussir en e-commerce? Alors, la ténacité, je pense. C'est vraiment la patience. La patience, la résilience. Alors, il y a toujours il y a une phrase connue. Je me souviens plus de cette phrase, c'est dommage. Je l'avais revue il n'y a pas très longtemps. Mais qui, quelque part, explique simplement que la frontière est très mince entre la ténacité et l'entêtement. Ouais. Je suis assez d'accord. C'est-à-dire qu'il faut savoir, en fait, jusqu'où, effectivement, continuer dans l'effort, on va dire, persister, sans baisser les bras, sans forcément aller dans l'entêtement. Voilà. Donc, je pense que c'est vraiment ça la plus grande qualité, c'est la patience, la régularité. C'est comme dans le sport, c'est comme dans le fait de vouloir perdre du poids, c'est toujours la régularité de toute façon, c'est toujours la base, et la patience, finalement. C'est pas tellement les acquis techniques, puisque les acquis techniques, à mon sens, tu peux agir dessus. Tu peux apprendre. Aujourd'hui, il y a tellement de formations possibles. Alors, les formations payantes qui sont très complètes. On trouve aussi beaucoup d'informations gratuites. Il suffit d'aller sur YouTube, il y a énormément de choses intéressantes pour vraiment mettre le pied à l'étrier. Ouais. Les outils aujourd'hui sont beaucoup plus instinctifs. Même si tu prends par exemple Shopify, tu peux relativement facilement, si on compare à il y a 15 ans, où il fallait faire d'entrée de jeu une boutique en dur, avec un logiciel de paiement, il fallait appeler le Crédit Agricole pour qu'on t'installe. C'était un niveau technique qui était dingue. Aujourd'hui, franchement, je dirais, quelqu'un de sérieux, en un mois, il peut se former sur la plupart des points techniques importants. Alors après, il y a l'expérience, évidemment, qui va jouer, notamment, par exemple, sur les ads. On ne devient pas média buyer du jour au lendemain. Toi, je sais que toi, tu es vraiment tu pratiques tous les jours. Et le niveau que tu as aujourd'hui, les résultats que tu vas aller chercher aujourd'hui, c'est lié aussi à cette pratique quotidienne, surtout qu'on a des outils qui changent en permanence également. Mais en réalité, et on le sait très bien, tu peux avoir le meilleur niveau en media buying, par exemple sur Facebook Ads. Si tes créatives sont pourries derrière, tu pourras pas faire grand-chose. C'est le point que j'allais évoquer. Voilà, je te laisse parler alors. Sur les choses les plus importantes, je trouve, au niveau trait de caractère, je pense que tu as raison. Les qualités humaines, cette ténacité, cette patience. Et au niveau un peu factuel sur qu'est-ce qui fait la grande différence aujourd'hui pour performer en e-commerce, c'est les créatives, c'est les visuels, c'est les photos et les vidéos que vous allez réaliser. Oui. Parce qu'elles sont très importantes sur différents supports. En fait, il va y avoir ces photos pour valoriser le produit déjà sur le site, mais également sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Il va y avoir les vidéos témoignages qui vont être hyper importantes pour crédibiliser, pareil, encore une fois, sur le site, et qui pourront aussi être utilisées en publicité, sur Facebook, sur Snapchat, etc. Et encore au niveau de la vidéo, le contenu organique. Publier du contenu vidéo sur TikTok et sur Instagram et espérer être dans les bonnes grâces de l'algorithme. En le séduisant, bien sûr, avec 2-3 méthodes qui permettent de faire en sorte que l'algorithme vous aime bien. C'est ce qui peut faire décoller ou non un e-commerce, justement. Et c'est vrai que 80% du taf, aujourd'hui, se situe là. Et plus les années passent, plus ça se précise quand même dans ce sens-là. Parce que l'année dernière, on était peut-être moins catégorique là-dessus, sur le fait que c'est quand même le produit qui fait toute la différence. C'est vrai, ça reste vrai.
Mais s'il y a bien un sujet sur lequel il faut être aguerri, ou en tout cas bien s'entourer du coup quand on n'est pas aguerri soi-même, c'est sur la création de contenu, la création de vidéos, la création d'images. Nous, on a pu voir assez fréquemment le même produit, le même marketing, mais avec des images d'un côté réalisées par des pros et de l'autre des images réalisées de manière un peu amateur. Et on peut voir un business couler, 3 mois de patience justement, à essayer différentes offres, etc. Mais finalement s'écrouler. Et de l'autre côté, un business qui décolle avec une croissance toujours plus grande et qui réinvestit dans la création de vidéos toujours et encore. Complètement. Et qui va aller pour le coup dans les étoiles. Donc, je reprends la phrase de Chris, l'un de nos clients qu'on avait interrogé. Il m'avait accompagné, même si tu n'étais pas à l'image. On avait fait cette vidéo dans le sud de la France, voire parmi nos plus gros clients, donc Chris et Tim. Et Chris qui nous a dit, vous pouvez d'ailleurs le voir dans la précédente vidéo, l'interview de Chris et Tim de Lily Skin, où Chris explique simplement qu'il n'avait pas imaginé en se lançant dans l'e-commerce que son métier ne serait pas e-commerçant, mais serait producteur de contenu, vidéaste, ouais, photographe et producteur de contenu. Et c'est la vérité au jour d'aujourd'hui. Et c'est vrai que leur succès, leur succès parmi d'autres, on a également d'autres clients qui ont des très bons succès, on va dire, très bonne réussite en adoptant exactement les mêmes méthodes. C'est vraiment la création de contenu continue, pertinente, faites des tests tout le temps, changer, essayer d'être drôle, d'être provocateur, etc. Mais il faut vous faire remarquer. Comme on dit toujours, il n'y a pas de mauvaise publicité. Alors évidemment, ça va dépendre de votre thématique, bien sûr. Mais néanmoins, c'est vrai que c'est vraiment... J'ai connu une mauvaise publicité. T'as connu une mauvaise publicité. Dernièrement, on en parlait. Pourtant, c'était super drôle. Et pourtant, le public c'était une de tes boutiques. Le public n'a pas d'humour. Le public n'a pas suivi du tout sur ces publicités. Malheureusement, on ne peut pas en parler parce que c'est vraiment un produit dont on ne peut pas parler. Mais comme quoi, effectivement, mais n'empêche que c'est un test. Tu as fait un test. Bon, ça n'a pas marché. Tu as fait d'autres tests aussi par le passé sur des aspects ou des angles, on va dire, qui ont été surprenants dans la réussite, dans le succès, alors que c'était pas forcément attendu comme tel. Donc il faut continuellement tester en réalité. C'est ça. Mais en fait, il y a des gens qui vont tester des choses et qui ça va pas marcher et puis ils vont être très déçus. Mais en fait, c'est une réponse. Nous, typiquement, sur cette vidéo publicitaire qui a une approche humoristique et qui ne fonctionne pas du tout et qui même indigne notre audience, très bien, on sait maintenant qu'il ne faut pas mettre de l'argent dans ce type de production. Et c'est un peu le cas, c'est pour ça qu'on dit que c'est un marathon, c'est qu'en fait, tu testes toujours plein de choses, donc tu déploies tes ressources, ton temps, dans le test de différentes stratégies, et donc tu n'échoues jamais, tu es constamment en train d'avoir des conclusions. Tu lances du Snap, tu lances très bien du Snapchat, tu essayes plein de créatives différentes et ça prend pas. T'as pas juste perdu ton argent. Tu viens de comprendre que pour ta marque, pour ton business e-commerce, Snapchat, c'est peut-être pas le bon choix. C'est ça. D'où le fait je reviens encore sur la résilience. C'est très important, effectivement, la passion, c'est la résilience. Et là où il ne faut pas se tromper, c'est faire du Snapchat Ads, du Facebook Ads, du TikTok Ads, et rien ne fonctionne et dire, je vais réessayer du Snapchat Ads. C'est peut-être là qu'on arrive sur le scénario où c'est plus... c'est plus de l'entêtement. C'est plus de l'entêtement et c'est moins une qualité. Ok, alors question suivante. La question un peu longue, peut-être comment faire son site, comment faire ses pubs et comment choisir ses produits. Alors là, alors pour choisir les produits, à la limite, tu peux peut-être répondre, mais je vais déjà te laisser dérouler sur comment faire son site. Comment faire son site en 2024, c'est comme l'année dernière, c'est comme l'année encore précédente, c'est Shopify. Moi, je ne peux que préconiser Shopify, donc c'est un CMS, donc c'est un facilitateur pour créer votre site, donc pas besoin de savoir développer, pas besoin de savoir coder. Quand vous voulez aller dans le détail, c'est toujours mieux d'avoir cette compétence-là, mais avec un CMS, vous choisissez un thème et en fait, vous pouvez créer vos différentes sections assez facilement. Vous faites glisser des éléments, section photo, section texte, et vous pouvez créer du coup un site e-commerce très efficace avec une allure professionnelle sur Shopify. Bien évidemment, il y a des thèmes qui ont des fonctionnalités qui vont plus dans le détail. Il y a des thèmes qui sont payants, des thèmes qui sont gratuits. Il n'y a pas tellement de conseils là-dedans, ça dépend de votre projet et ce que vous voulez créer. Parce que globalement, on voit des gens qui ont des résultats en e-commerce avec tout type de thèmes, y compris le premier thème gratuit qui est installé sur Shopify de base, avec très peu de fonctionnalités, où on est vraiment sur des images et du texte. Les gens qui arrivent à performer avec ce type de thème, c'est un peu l'ego et les couleurs. Il y a forcément certains business e-commerce qui vous demandent des fonctionnalités supplémentaires. Et donc là, il faudra aller dans le détail, donc soit trouver un thème qui permet de faire ce que vous voulez faire,
soit intervenir dans le code, soit encore une énième possibilité, c'est de rajouter des applications complémentaires. Directement au sein de Shopify, il y a un Apple Store avec une bibliothèque d'applications et qui propose des fonctionnalités supplémentaires que vous pouvez ajouter sur la boutique. Donner un exemple, un timer. Un timer pour dire la promo se termine dans 7 jours. Et votre thème ne propose pas de timer. Je pensais que le timer c'était totalement déconseillé déjà depuis 2 ans. Totalement déconseillé, mais figure-toi que ça revient un peu à c'est vrai. Ça revient à la mode. Nous on a remis du timer là récemment. D'accord, ok. Et bon, on n'est pas déçus. Bon, écoute, même si on est quand même dans l'équipe qui dirait que ça fait quand même un peu vulgaire. Ouais. C'est pas... Ça se faisait il n'y a pas de ressenti négatif sur les ventes ou sur... Non, je pense que c'est une question de dosage. Ouais. Les marques sur lesquelles on met les timers, elles sont là depuis longtemps. Et donc, il y a une crédibilité qui est déjà installée, etc. C'est sûr que les marques où il y a tout le temps un timer et qui se réinitialise, tu recharges la page du site, un coup il te met 2 jours, un coup il te met 2 heures. Là, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons, comme on dit. Voilà. À un moment donné, il faut être un peu... Timer, oui, mais timer bien fait. Comment faire ces pubs Eh bien, c'est soit vous réalisez vous-même, ça peut se faire à l'iPhone. Si vous avez... D'ailleurs, Chris et Tim, dont je parlais tout à l'heure, font tout à l'iPhone. Tout à l'iPhone. Absolument tout. Ça peut se faire à l'iPhone, il faut avoir une petite dextérité, être un petit peu malin, avoir des idées un peu créatives et originales. Dans les pubs, ce qui est le plus important, c'est les 3 premières secondes, dans les pubs vidéo en tout cas. Il faut vraiment capter l'attention des personnes qui vont voir la vidéo. Un petit tips comme ça, mais donc, vous pouvez réaliser une idée de vidéo et juste faire 3 versions de cette même vidéo avec les 3 premières secondes qui changent. Donc, en fait, on appelle ça le hook, c'est donc vous faites 3 hooks différents pour la même vidéo. Et ça permet d'envoyer les 3 en publicité et de voir qu'est-ce qui réagit mieux, quelle est l'accroche la plus performante. Donc comment faire ces pubs, je pense que la méthodologie c'est ça, c'est réaliser 4-5 vidéos et sur ces 4-5 vidéos, vous avez 3 accroches différentes. Ou alors vous pouvez faire 3 accroches et les greffer aux 5 vidéos que vous avez. C'est plus facile à faire dans ce sens-là que d'avoir 3 accroches par vidéo et de faire 5, ça commence à faire beaucoup de vidéos. Et donc 3 accroches, vous testez les 3 accroches sur différentes vidéos que vous avez. Et donc, comment faire ces pubs ? Soit vous le faites vous-même, soit vous déléguez à des professionnels. Il y a beaucoup d'agences maintenant qui réalisent. Et là, j'ai envie de dire que c'est important. Votre cahier des charges est maître. Il faut être le plus précis possible. Dites ce que vous voulez, montrez, donc avec des exemples, ce que vous voulez, mais dites également ce que vous ne voulez pas. Ouais. Ça, c'est important. Trop souvent, et nous les premiers, on est victimes de ça, de cahier des charges un petit peu fait à l'arrache parce qu'on est dans le rush, etc. Et on a une livraison qui ne correspond pas à ce qu'on veut, et c'est des métiers qui sont subjectifs. C'est artistique en fait, la création de vidéo, la création de photos. Donc si jamais c'est pas clair, si jamais c'est pas précis, vous pouvez avoir des livraisons qui sont parfois décevantes, ou en tout cas qui ne correspondent pas à ce que vous aviez à l'esprit. Et après, il y a aussi un autre point à prendre en compte, vous pouvez avoir des livraisons qui ne vous plaisent pas à vous, et qui seront performantes et qui seront efficaces. Ça, c'est toujours aussi, au point, tester, et voilà. À la limite, même si vous n'êtes pas forcément complètement satisfait de ce que vous avez reçu, ça peut valoir le coup quand même de tester, effectivement. De toute façon, vous avez payé pour un coup. Il faut tout tester. Les livraisons foirées, j'en ai eu, et on teste systématiquement tout. Et le constat d'ailleurs, c'est qu'il y a des productions à 10 000 € qui marchent moins bien qu'une production faite en 15 minutes. À l'iPhone, à la maison, des sous-titres, bam bam, vidéo témoignage. On l'a vu, c'est surprenant. Alors c'est vrai qu'on en voit passer énormément, de par même les accompagnements qu'on fait, parce qu'effectivement, on propose aussi pour nos accompagnants, non, nous sommes les accompagnants, pour nos clients, on va dire, qui prennent les accompagnements. On passe donc par une agence tiers, partenaire, on va dire, qui nous fait également énormément de prises de photos et notamment contenu vidéo. Et on en voit énormément, et c'est vrai que parfois, certaines sont magnifiques, très bien léchées, c'est fou, c'est top. Ça fonctionne pas du tout. Alors que d'autres, effectivement, pour des raisons des fois qui peuvent nous échapper à nous, vont très bien fonctionner. Alors est-ce que ça plaît d'abord à l'algorithme qui va mieux diffuser une vidéo et donc il y a un effet de masse, on va dire, qui fait que tiens, cette vidéo marche mieux. En réalité, c'est pas qu'elle marche mieux en elle-même, c'est simplement qu'elle a été mieux diffusée. Donc le volume fait qu'on a la sensation, c'est mathématique, c'est-à-dire qu'elle est diffusée à beaucoup plus de monde, donc la conversion est meilleure. C'est difficile à dire. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu une alchimie complexe et sans vérité en fait. Les outils publicitaires vont tous avoir leurs règles qui leur sont propres, mais donc Facebook Ads, on peut clairement dire vaut mieux du volume que de la qualité.
il faut beaucoup de formats différents et d'accroches différentes. Plus vous en avez, c'est une bibliothèque de médias, plus vous savez à tester, mieux c'est. Les grosses prods, c'est trop dangereux en fait. Surtout quand on a des petits budgets au début. Vous dépensez 10 000 balles et en fait, c'est juste format, ce que vous racontez, et ben ça ne fait pas vendre. Et ben ça peut être fin du jeu si vous avez mis tout l'argent là-dedans. Et on le connaît, hein, on a déjà des clients qui ont investi, qui tenaient à ce que ce soit d'un très quali. Bon. Et il s'avère qu'en conversion, les résultats n'étaient pas au rendez-vous. Et à contrario, on fait encore une fois des pubs à l'arrache qui, elles, vont fonctionner. Donc, il faut pas s'entêter. Alors, une fois que vous avez identifié des créatifs qui fonctionnent, des vidéos qui sont vraiment performantes, là, vous pouvez essayer de répliquer des vidéos similaires et peut-être de les faire de manière plus professionnelle. Et avant toute chose, il faut vérifier l'idée. Si l'idée, je ne sais pas, sur un accessoire pour bébé, vous avez un angle où vous mettez le bébé dans une poussette et il utilise l'accessoire et il est content, et vous envoyez cette vidéo-là, faites un peu à l'arrache avec l'iPhone et qu'elle fonctionne, vous faites la même vidéo, mais avec un cadreur, avec du bon matos, avec les bonnes lumières. Et vous refaites la même vidéo en mieux, mais uniquement si cette vidéo, si ce script, si ce scénario finalement à la base tenait la route. Alors, pour ton information, du coup, on a 47 minutes. D'accord. Voilà, comme ça, tu sais où on en est. Parce qu'il y a un point que je n'ai pas pris en compte et qui est très con, c'est que mon ordinateur fonctionne sur batterie, je ne l'ai pas branché. Et quand je vois ça baisse quand même de manière assez drastique. On a un timer en fait, nous aussi là-dessus. D'accord, donc je pense qu'il faut quand même essayer de faire relativement vite. Écoute, il ne reste pas non plus une infinité de questions. Ça devrait aller. Alors, est-ce que tu veux quand même répondre rapidement sur comment choisir ces produits, ou est-ce qu'on peut laisser ça? Ouais, tout à fait. Non, mais c'est... Ok, donc, et alors maintenant, on va pour finir simplement la question, donc comment choisir ces produits. Alors, toujours pareil, ne pas révolutionner le monde du e-commerce, ne pas vouloir réinventer la roue. Alors on répète toujours la même chose, on n'est pas les seuls à dire ça, les formateurs e-commerce le disent également, mais c'est la réalité. On le voit encore plus nous qui sommes fournisseurs, qui sommes agents de sourcing. On gère les boutiques de beaucoup de gens, et on a géré les boutiques de beaucoup de gens sur 5 ans, des centaines de personnes. On est vraiment, comme je dis tout le temps, au sommet d'une pyramide, où on voit un petit peu comme ça ce qui se passe. Ce qui est vrai, c'est que ne cherchez absolument pas, si vous êtes débutant, surtout ne cherchez pas à vouloir vendre le produit que personne ne connaît, que personne n'a jamais vu nulle part. Ouais. Vous n'en vendrez pas. Voilà, ça c'est la première chose. Les gens veulent acheter des produits qu'ils connaissent ou qu'ils croient connaître, mais qu'ils ont déjà vus chez d'autres personnes, chez le voisin, qu'ils ont vu des publicités, etc. Ils doivent s'habituer au concept d'un produit. Donc, simplement, ne cherchez pas par contre à vendre le même produit que tout le monde. Alors là, c'est un petit peu paradoxal. Ce que je veux dire par là, simplement, c'est que essayez d'identifier des boutiques qui fonctionnent sur des produits qui semblent effectivement bien marcher sur un marché donné. Ça peut être par exemple aussi d'autres marchés. Vous pouvez aussi explorer d'autres marchés, marché allemand, marché italien, marché américain, etc. Voir un petit peu des boutiques de produits peut-être qui ne sont pas très très présents ici en France. Mais même si c'est présent, c'est pas grave. Il faut simplement donner de la valeur ajoutée à ce produit. Donc nous, on sait par exemple quel produit conseiller à nos clients. Quand les clients viennent nous voir pour un accompagnement, en général, on leur propose 3 familles de produits, 3 thématiques avec des produits. Alors, un produit principal, et il peut y avoir toujours 2-3 upsells qui découlent du produit ou qui sont complémentaires. Parce qu'on sait quelque part quelles sont les familles de produits qui vont fonctionner. Ouais. Et pourquoi ? Pardon, je m'en balle un peu les pinceaux, mais ce que je veux dire, c'est pas pourquoi, c'est simplement... Par contre, un des produits qu'on conseille à nos clients, si par exemple le client prend l'accompagnement, on va l'aider donc à développer ce produit, le produit peut très bien marcher par exemple, mais si jamais il est tout seul, il dit « Ah merci, je prends l'idée, j'arrête l'accompagnement, je prends ce produit », il se peut très bien que ça ne fonctionne pas du tout. C'est pas forcément parce que le produit est mauvais, c'est la manière dont on va vendre le produit, quel angle on va prendre, quel contenu, l'exécution est très très important. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est pas le produit qui va vous assurer le succès, c'est beaucoup plus l'exécution en réalité que le produit. Maintenant, gardez en tête d'essayer de donner une valeur ajoutée au produit. Trouvez un produit qui se vend, donnez-lui une valeur ajoutée. Qu'est-ce que je peux améliorer ? Qu'est-ce que je peux changer pour me distinguer de la concurrence, pour peut-être vendre à un prix légèrement plus cher, pour me faire remarquer également. Ça, c'est important. Tout à l'heure, on parlait de ces gourdes-là. Est-ce qu'ils ont inventé quelque chose ? En réalité, les pastilles odorantes, ça existait déjà. Les gourdes d'eau, aussi, ça existait déjà. Ils ont simplement réuni les deux. Ils ont dit, tiens, là, on tient un concept. Voilà. Il y a beaucoup de gens aussi qui vont, par exemple,
prendre un produit qui existe déjà, mais ils vont simplement lui donner un angle différent. Ça peut être, par exemple, je parlais d'eux puisque j'en ai parlé tout à l'heure et je sais que je ne peux pas forcément parler effectivement de tous nos clients puisqu'on a des contrats avec une clause de confidentialité, ce qui fait que c'est toujours un petit peu embêtant pour nous puisque j'aimerais donner des exemples que je ne peux pas donner, mais autant Lily Skin dont je parlais tout à l'heure, Chris et Tim, je peux en parler puisqu'évidemment eux, leur marque est tellement avancée qu'ils n'ont plus peur. Il y a de la concurrence et ils n'ont pas peur, effectivement, qu'on parle de leurs produits et de leurs concepts. Difficile à copier. Exactement. Il s'avère qu'ils nous ont contactés, on travaille avec eux au quotidien, mais au printemps dernier, donc Tim nous appelle en nous disant « J'aimerais faire des thés d'oreiller en soie ». Honnêtement, des thés d'oreiller en soie, c'est pas un produit qui est nouveau, ça n'a rien de révolutionnaire, c'est déjà vendu un peu partout, c'est des produits qui coûtent relativement cher à l'achat en coût produit et relativement cher aussi à la vente. Sur le coup, j'étais un petit peu, je ne veux pas dire j'étais sceptique, parce que je connais le talent un petit peu de ces deux loustiques, on va dire, dans la vente. Mais par contre, je me disais quand même, je vois pas trop comment l'intégrer dans leur boutique. Surtout qu'ils voulaient vraiment intégrer ce produit dans leur boutique actuelle, où on vend des pâtes démaquillants. Ils ont inséré en fait le produit dans une routine en insistant vraiment sur les bienfaits de la soie sur la peau, l'hydratation de la peau, l'hydratation des cheveux, éviter les cheveux cassants, etc. Donc d'une thé d'oreiller que je pensais simplement vendue pour être confortable et douce, non, on en fait un outil de soin pour la peau, lié à une routine qui s'implémente, on va dire, aux produits qu'ils vendent déjà. Donc ça, c'est assez malin, on prend un produit qui existe déjà, mais on va lui donner un angle marketing qui est différent. Et ça cartonne. Ouais, c'est l'idée, le concept, la manière de faire qui fait la différence. Le produit seul. Le produit seul, finalement, ne change pas grand-chose. Le produit est de très bonne qualité parce que c'est vrai que déjà, ce sont des clients qui sont exigeants. Ils ont les moyens aussi d'aller chercher des grosses quantités. Donc, on peut se permettre, je ne vais pas dire des excentricités, c'est pas du tout ça, mais simplement, on peut se permettre d'aller vraiment pointer une très bonne qualité de tissu. Là, on est sur un rendu soie qui est top, franchement, avec une personnalisation qui est assez poussée, etc. Et c'est pas fini, il y a d'autres produits de la gamme soie qui vont sortir, mais toujours sur cet axe marketing qui cartonne, qui fait sens, on va dire, pour les clienteux, puisque c'est principalement des femmes qui achètent des produits pour la peau, donc ça fait sens, et ça fonctionne très bien. Donc, ne vous posez pas, ne vous triturez pas le cerveau en vous disant, mais il faut absolument trouver un produit jamais vu. Non, prenez un produit, qui existe déjà, qui fonctionne déjà, et donnez-lui un nouvel angle marketing et personnalisez-le un minimum. Voilà. Après, vous partez là-dessus et vous faites du contenu, de la création, etc. Testez. Je suis bien d'accord avec toi. J'en suis fort aise. Pas grand-chose à rajouter, c'est hyper complet. Question suivante. Ouais. Quelle fiscalité choisir? Alors, ça, c'est une question qui est un petit peu formulée comme ça, mais c'est du coup, quel est le véhicule fiscal quand on veut se lancer en e-commerce? C'est une question qu'il ne faut pas se poser, je dirais, au début, de toute façon, c'est ce qu'on dit souvent. Là aussi, je pense que j'enfonce une porte ouverte, je ne serai pas le premier à le dire, mais faites déjà de l'argent, vous l'optimiserez après si c'est votre volonté. J'insiste bien, si c'est votre volonté. Il y a des gens qui sont très contents de payer des taxes, des impôts, qui sont très contents de vivre en France. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça, je t'assure, j'en connais. C'est vrai que, alors évidemment, plus vous allez faire d'argent, plus c'est une question qui va se poser. Au départ, vous pouvez avoir des valeurs éthiques et personnelles à ce niveau qui disent non, mais moi. Qui disparaissent. Voilà. C'est vrai que voilà, plus vous allez gagner d'argent, c'est vrai qu'on est quand même dans un pays, on va le dire, qui ne fait pas la part belle aux entrepreneurs en général, et encore moins aux entrepreneurs qui réussissent, puisque une très grande partie du fruit de votre travail, jusqu'à. Allez, si on fait le calcul, on est quasiment à 60%, si on cumule tout, pourrait être avalé par l'État et redistribué d'une manière qui est discutable, que moi je trouve très discutable. Maintenant, c'est pas forcément le point de vue de tout le monde, mais quoi qu'il en soit, ne vous posez pas la question de la fiscalité au départ. Faites déjà de l'argent, suffisamment d'argent pour pleurer quand vous allez devoir verser des sommes très importantes à l'URSSAF, des sommes très importantes à l'IS, et quand vous en serez vraiment à avoir des larmes de sang au moment de payer, là vous pourrez vous dire comment je peux faire pour optimiser. Ça va dépendre de votre situation personnelle. Évidemment, la meilleure chose à faire, c'est l'expatriation. Vous pouvez jongler un petit peu avec différents statuts de société. Vous pouvez commencer sur de la micro-entreprise. Ensuite, vous passerez sur un statut
SASU, sur un statut SARL, ça va dépendre de beaucoup de choses. Vous allez voir ça avec votre comptable, mais dans tous les cas, vous n'échapperez pas à la taxe et à l'impôt à la française, qui évidemment ne va pas aller dans votre sens. Et c'est un frein, en fait, c'est ce que je dis toujours. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une éthique, je parle beaucoup d'éthique, c'est pas mon cas, hein. Mais je sais qu'il y a des gens qui peuvent être heurtés. J'ai déjà tenu des propos comme ça sur la fiscalité à la française de manière très négative, et des gens me disent oui, mais bon, payer des impôts c'est important, etc. Je dis pas le contraire, je suis pas anti-impôt, je suis anti-impôt confiscatoire, ça c'est très différent. Et là on est sur un impôt totalement confiscatoire, sur des taux qui sont ahurissants, surtout quand c'est le fruit de son travail, le fruit de sa réussite, ça fait vraiment très mal. Donc ce que je dirais simplement, c'est il y a plusieurs méthodes, effectivement. Donc, soit vous restez en France, si vous êtes en France, vous allez devoir optimiser en fait votre fiscalité professionnelle en France. Donc, prenez contact avec un comptable. De toute façon, si vous passez en société, vous serez dans l'obligation d'avoir un comptable. Certains comptables sont meilleurs que d'autres. Beaucoup n'y connaissent absolument rien en e-commerce ou dropshipping. Renseignez-vous, il vaut mieux avoir un comptable qui se trouve à 200 km, mais qui s'y connaît vachement, et aller le voir une fois par mois, à la limite, plutôt que de prendre le comptable qui est à côté de chez vous, mais qui gère des boulangers, des bouchers, et des petites PME, qui ça n'a absolument rien à voir, où il ne pourra pas forcément vous conseiller, non pas qu'il est mauvais, mais ce n'est pas son cœur de métier. Donc là, c'est important aussi de trouver la bonne personne. Et si vous jugez que là, c'est plus possible, parce que c'est un frein au développement, et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, je suis parti sur autre chose, c'est un frein au développement, c'est-à-dire que l'argent que vous allez payer, c'est l'argent que vous n'allez pas. Non pas que vous allez mettre dans des Rolex ou dans la dernière BMW, c'est simplement de l'argent que vous n'allez pas pouvoir réinvestir en publicité, en produits, en personnel, en ressources. Et donc vous allez stagner, avancer moins vite, voire même crouler par l'impôt. Là où des gens qui sont partis à Dubaï, en Thaïlande, on en connaît beaucoup, à Bali, etc., n'auront pas tout à fait les mêmes soucis, puisqu'ils vont disposer sur le plan personnel de beaucoup plus d'argent pour leur propre récompense, on va dire, financière, mais surtout, ils vont pouvoir disposer de beaucoup plus de cash flow pour pouvoir avancer plus vite dans leur business. Le problème, c'est surtout ça. C'est surtout ça le business. C'est-à-dire que les gens ne comprennent pas en général. Des gens peuvent être critiques sur ce genre de discours en disant mais non, mais bon, il faut être un bon citoyen, il faut payer ses impôts, etc. Je dis pas le contraire. C'est pas de se gaver. Hein. Ça, c'est que la question, c'est que ça peut freiner contre des gens qui, eux, vont avoir une évasion fiscale ou une optimisation fiscale à l'étranger. C'est ça. Et qui vont être sur le même marché que vous, avec les mêmes produits. Exactement. Et c'est une concurrence qui n'est pas saine, d'autant que malgré effectivement la loi concernant l'IOSS, c'est-à-dire le guichet unique de TVA, beaucoup de gens qui se trouvent hors Union européenne ne payent toujours pas de TVA. Voilà, il y a tout un tas d'astuces, et c'est pas forcément demain la veille que cette situation sera... alors, ils ont réglementé, oui, mais il y a énormément de façons de passer à côté de ça. Donc, il y a vraiment une concurrence qui est malsaine. Donc, vous êtes forcé au bout d'un moment de partir, à mon sens, de vous expatrier. Ça va dépendre de chacun. Il y a peut-être des gens qui... parce que, voilà, ils sont en couple, ils ont des enfants, ils ont une épouse qui est... fonctionnaire, par exemple, c'est beaucoup plus compliqué. Mais si vous êtes jeune, vous n'avez pas d'enfant, à mon sens, vous n'avez pas d'excuse. C'est-à-dire que si vous vous dites « Ouais, mais bon, mes parents... » D'accord, mais encore une fois, ne partez pas forcément pour toute votre vie. Vous pouvez très bien partir 5 ans, 10 ans. Réussissez votre boulot. Si vous voulez revenir après, vous pourrez revenir. On ne va pas vous prendre l'argent que vous avez gagné. Encore une fois, les gens... C'est à moi que tu parles. Mais on a déjà eu cette discussion, toi et moi, mais c'est vrai, je le pense vraiment, parce que moi... Honnêtement, je suis déjà plus âgé, je suis dans une situation de famille avec des enfants qui font des études, etc. Ce qui n'empêche pas effectivement de prévoir de toute façon un départ plus ou moins imminent. Mais n'empêche que si j'avais pu, je serais parti bien plus tôt. C'est parce qu'en réalité, ma vie d'entrepreneur a démarré relativement tard. Enfin, entrepreneur, on va dire, comme elle l'est aujourd'hui, a démarré tard, donc j'étais déjà suffisamment avancé dans ma vie, avec des enfants, une famille, etc., qui fait que c'était pas forcément évident. Donc là, ça c'est, voilà, on est en train de corriger tout ça pour organiser un départ, mais si vous pouvez le faire, partez quelques années, faites fortune, vous allez rencontrer aussi des gens vachement plus intéressants, parce qu'en France, on a quand même tous l'esprit un peu fermé. Au niveau des entrepreneurs, il y en a des très très bons ici, évidemment, mais la plupart des bons entrepreneurs finissent par se barrer, aller faire un réseau ailleurs, dans des endroits qui sont plus... amicaux, on va dire, pour les entrepreneurs, et revenez un peu plus tard. Vous revenez avec de votre argent, vous pourrez faire de l'immobilier, etc. Si la France vous manque trop, en général, peu de gens reviennent, d'ailleurs, une fois qu'ils sont partis. Ils trouvent en général des avantages, certains, on va dire, en sortant de France, des avantages
bien supérieurs ailleurs qu'en France. Mais pour ça, il faut avoir un peu de recul, il faut être déjà parti pour avoir le recul suffisant de le réaliser. Quand on est là, quand on baigne dedans, on ne se réalise pas forcément. Ouais, tout à fait. Je me rappelle effectivement avoir eu l'occasion de voir en Thaïlande et à Bali les expatriés. Et c'est vrai que à compétences égales, hein, à effort fourni égal, ils vont beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Et c'est assez frustrant de le constater et de voir que tes concurrents ou les gens qui font la même activité que toi, pour certains, bossent 2 heures par jour et ça suffit amplement parce qu'ils ont la fiscalité arrangée, parce qu'ils ont un pouvoir d'achat aussi bien plus élevé en fait dans ces pays-là. Et donc, ils n'ont pas forcément besoin de plus. Donc, en bref, c'est vrai que se tuer à la tâche en France, ça peut être assez frustrant quand tu n'en vois pas les fruits. C'est ça. Bon, il va nous rester 2-3 questions. Et au niveau de la batterie, on arrive à tenir encore un peu. Est-ce que tu penses qu'il vaut mieux se lancer seul ou en équipe? Je sais que toi, du coup, Incubox, c'est à la base vous êtes 2. Ouais, moi et Sylvain. Toi et Sylvain, ouais. Moi, initialement, mon agence MI Commerce, on était 2 également. Donc c'est vrai qu'on a a priori le même point de vue, je pense, sur la question, hein, sur le fait que être en équipe, c'est porteur. On a trouvé de la force, trouver de l'énergie. Une complémentarité de compétences également qui peut être très importante. Ouais. On s'est tous les 2 lancés du coup avec nos meilleurs amis. Donc c'est pareil, c'est un peu la même expérience. Pourtant, il y a plein de gens qui déconseillent de s'associer avec des amis. Tout à fait. Moi le premier d'ailleurs. Ouais, c'est un contre-exemple. Mais... forcément. Mais c'est vrai que je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises façons. Je pense que là, c'est un peu selon chacun et comment vous sentez les choses. Ce qui est sûr, une sorte de règle standard, c'est qu'il ne faut pas s'associer pour s'associer juste parce que c'est plus confortable ou parce que c'est mon copain, on essaye. Il faut que ça ait du sens. Il faut qu'il y ait vraiment une discussion, une communication fluide et facile pour pouvoir se dire les choses. Il faut que l'ego des 2 personnes qui s'associent puisse être mis de côté. On ne peut pas s'associer avec tout le monde, ça c'est clair. Je suis assez d'accord, faut absolument pas s'associer avec quelqu'un parce que c'est un pote et puis que bon, il est là sous la main, c'est pratique. Bien réfléchir, c'est une discussion sérieuse qu'on doit avoir déjà à 2, les 2 amis en question. Et surtout, il faut avoir une complémentarité de talent. C'est-à-dire que si tous les 2, par exemple, vous êtes des bêtes en media buying, je vais reprendre l'exemple de tes compétences à toi, ça n'ira pas. C'est-à-dire que vous allez aller au clash parce qu'en fait, vous n'allez pas être d'accord forcément sur les méthodes et vous êtes très bons chacun dans le même domaine. Et là, par exemple, où Sylvain et moi, en fait, on s'est trouvés. Donc Sylvain, c'est un ami d'enfance, on va dire. Mais là où on s'est trouvé, c'est qu'on avait des compétences totalement différentes. Moi, sur la partie commerciale, relationnelle, communication, etc. Et lui, sur la partie technique du produit, puisqu'il était en Asie déjà, dans la production, le sourcing produit avec la Chine, il connaissait très bien cette partie-là. Certification, normes, il était vraiment dans l'opérationnel du produit. Moi, pas du tout. Alors j'ai appris aussi, c'est toujours pareil, lui a appris, entre guillemets, à manier un peu une partie de mon travail, et moi une partie du sien, mais chacun reste dans son champ de compétences et on est ultra complémentaires. Et c'est vrai que là où c'est très important, c'est une question de personnalité et de caractère. Il y a des gens qui veulent avoir le leadership, toujours. Il y a des gens, dans la discussion, ils veulent toujours être c'est moi qui ai raison. Voilà. Ces gens-là, moi je les fuis comme la peste. Pas en tant qu'ami, pas aller boire un verre avec un pote qui veut toujours avoir raison. Ça peut être rigolo à la limite. Moins de conséquences. Ouais, c'est moins de conséquences. Mais dans le boulot, par contre, quelqu'un qui veut toujours avoir le dernier mot, qui est jamais d'accord, toujours dans la confrontation, ou quelqu'un de nerveux, quelqu'un qui est très sanguin, voilà, c'est ça le mot, très sanguin, ça c'est compliqué également. Dès qu'il y aura une complication, ça peut partir au clash pour des broutilles. Donc choisir quelqu'un qui a plutôt un tempérament calme, qui n'a pas envie de prendre le leadership sur l'autre. Sylvain et moi, on est au même niveau depuis déjà 5 ans et ça restera comme ça. J'ai déjà eu l'expérience de monter un business avec un ami, Maxime, jamais tu vois cette vidéo. On t'embrasse. Je l'embrasse parce qu'effectivement maintenant on est à nouveau amis, mais pendant quelques années on ne s'est pas parlé du tout, alors qu'on était très très bons amis. Mais c'est vrai qu'il y avait un problème en fait de relationnel et de caractère qui ne s'exprimait pas du tout dans l'amitié, d'aller boire un coup et de rigoler en soirée. Par contre, dans le boulot, ça n'allait pas parce qu'en fait, il y avait une alchimie de caractère qui ne se faisait pas. Et malheureusement, c'est important de le dire comme ça, je trouve. C'est que c'est pas tellement une question de est-ce qu'il y a des bonnes personnes ou pas pour s'associer, c'est une question d'alchimie.
C'est-à-dire que vous avez votre tempérament, vous devez apprendre à vous connaître vous-même, à savoir aussi quelles sont vos appétences, vos compétences et où est-ce que quel rôle vous voulez jouer au sein de votre projet. Il faut vous associer à une personne où vous savez que ça peut matcher par rapport à qui vous êtes. Exactement. Il paraît aussi de ne pas s'associer avec quelqu'un qui ne sait non plus pas qui il est lui-même. Si voilà, peut évoluer plus tard. Il faut savoir aussi quelles sont... En fait, il faut, tu sais, le fameux why, tu sais, chercher son why. Chacun a le droit d'avoir un pourquoi personnel, mais il faut quand même que ça se rejoigne un minimum, parce que si, par exemple, il y en a un des deux, son but, c'est pas de gagner de l'argent, c'est simplement... de vivre d'amour et d'eau fraîche, puis d'avoir une occupation, et que l'autre, lui, il veut être millionnaire, bah déjà, il va avoir quand même un problème. C'est pas le même projet, en fait. C'est pas le même projet, donc je pense qu'il faut quand même être assez raccord là-dessus, malgré tout. Donc, mais comme c'est pas évident à synthétiser, mais je pense que c'est du bon sens, avant tout. Et puis surtout, la chose prioritaire, peut-être, c'est simplement d'avoir des compétences différentes. Voilà, ça permettra d'aller plus loin. Vous allez pouvoir déléguer déjà une partie de travail à votre ami et inversement. Avant de, ensuite, alors une équipe plus grande, oui, mais dans un deuxième temps, parce que là aussi, c'est pareil, déléguer, c'est pas évident. Si vous partez sur une équipe de 5-6 personnes d'entrée de jeu, c'est difficile à gérer, quoi. Non, c'est clair. 2, c'est le bon chiffre, je pense. Tout seul, c'est dur. 2, c'est bien aussi, je finirai là-dessus. C'est-à-dire que quand ça va pas, il y a une autre personne qui peut te remonter, qui va dire mais ça va aller, etc. Et pareil, quand il y a des succès qui peuvent monter à la tête, l'autre peut également faire descendre un petit peu en disant calme-toi, on n'est pas encore arrivé au bout du chemin. Et ça, c'est important également d'avoir quelqu'un qui tempère dans les bons moments et dans les mauvais. C'est vrai, très, 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 très vrai. Je dirais, pour finir, sur s'associer à plus que 2, faire attention sur la prise de décision. Parce qu'en fait, ça peut très vite tourner en rond. Tout à fait. Tout le monde discute. Donc, à plus que 2, il faut mettre un process pour trancher. Soit un process par le vote, ça peut, soit tout simplement quelqu'un qui a la responsabilité de trancher. Qui n'est pas du tout une responsabilité agréable. Non, clairement, c'est pas agréable du tout, mais c'est important. Je suis d'accord. C'est de pouvoir dire et d'avoir un cap aussi, parce qu'effectivement, pareil, c'est peut-être le problème si on vote, c'est s'il y a une décision qui serait une très bonne décision si on l'emboîte avec une autre décision, mais que s'il y a eu un vote là et là, en fait, on a une bonne décision A qui se couple avec une mauvaise décision B. En fait, du coup, le projet global ne marche pas. C'est ça. Qu'il aurait fallu suivre finalement une seule direction qui a une harmonie. Exactement. Donc, la prise de décision en association est très compliquée également. Moi, je suis d'accord. Question suivante. C'est quoi les risques quand on se lance en e-commerce? Parce que depuis tout à l'heure, on parle finalement de qu'est-ce qu'on peut obtenir, de créer des marques, d'avoir du résultat, de la liberté financière, etc. C'est quoi les risques? Les risques... il n'y a pas énormément de risques, si ce n'est perdre son capital. Alors, pour certains, c'est très important. Ça dépend encore une fois à quel niveau personnel vous en êtes dans vos finances. Ça dépend, est-ce que vous avez de la réserve. Je considère quand même que, un petit peu comme quand on fait de l'investissement en crypto ou en bourse, il ne faut jamais dépenser de l'argent dont on a besoin pour vivre. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez 10 000 euros sur un compte, ne faites pas un all-in dans votre projet e-commerce, mais ça, c'est encore une fois, c'est du bon sens. Si vous dépensez 10 000 euros et qu'il ne vous reste plus rien et que vous vous plantez... C'est du bon sens, mais c'est important de le rappeler parce que c'est pas rare de voir quand même encore des gens qui tentent le tout pour le tout. Gardez toujours au moins 30% de matelas quand même. Ça peut arriver. Les échecs sont malheureusement plus fréquents que les réussites dans ce métier. Encore une fois, c'est simplement un calcul factuel sur le nombre de personnes qui se lancent. Il y a énormément de touristes qui se lancent. Pour ça, ce que je dis par là, c'est pas forcément vous avez 2 chances sur 3 de vous planter, c'est pas vrai. Simplement, factuellement, sur les chiffres, il y a beaucoup plus de gens qui échouent que de gens qui réussissent. Parce qu'il y a moins de gens qui sont prêts à développer des efforts, du travail, de la patience, la résilience dont on parlait tout à l'heure. Donc évidemment, vous allez avoir plus de gens qui vont échouer. Donc je dirais, si vous échouez, c'est vrai que vous allez perdre de l'argent, c'est clair. Vous allez abandonner, vous allez pouvoir vous démotiver, vous allez pouvoir être déprimé. Ça dépend aussi de votre personnalité. Sachez que quand vous vous lancez dans du business, vous n'êtes pas fonctionnaire, il y a un risque. Le problème, c'est que la plupart des gens qui sont riches, qu'on peut voir, que ce soit les entrepreneurs à succès, je ne vais pas forcément dérouler des noms, enfin bon, voilà, vous les connaissez également si vous voyez ça sur les réseaux ou aux infos. Tous ces gens-là, à un moment de leur vie, ont pris un risque très important. On voit les gens qui réussissent, on les admire, mais on ne voit pas forcément ceux qui échouent. Mais il y en a également. Donc le risque, c'est d'échouer. Donc c'est pour ça, gardez toujours de la réserve, soyez prudent, ne soyez pas entêté, comme on disait tout à l'heure.
Après, le deuxième risque, c'est, encore une fois, au niveau légalité, là, en fonction du pays dans lequel vous êtes, ne vendez pas des produits illégaux. Par exemple, si vous vendez des produits alimentaires ou cosmétiques depuis la Chine, assurez-vous d'avoir des produits de qualité, surtout avec les bonnes certifications. Là, par exemple, c'est notre boulot. On va analyser les produits en disant, ouais, ça, on a trouvé une usine qui vend un produit cosmétique, par exemple une crème, qui est réglo au niveau de la composition, des tests qui ont été faits. Voilà, on a tous les papiers en règle pour le vendre en Europe. On a fait les certifications, on a les tests. Il faut s'en assurer parce que là, vous pouvez avoir des très gros problèmes, j'articule mal, des très gros problèmes avec la DGCCRF, donc la brigade des fraudes, et ça peut vous coûter très très cher, voire même de la prison si jamais il y a, par exemple, le cas que je sors parfois, mais qui peut arriver, ça ne nous est jamais arrivé fort heureusement, encore une fois parce qu'on fait les choses bien, mais imaginez vous vendez par exemple des poupées pour les enfants, pour les très jeunes enfants, et vous avez un enfant qui va, sur une poupée il y a un élément par exemple qui est peut-être mal fixé, un bouton, par exemple sur une poupée, ou un œil, l'œil de la poupée, pof, il prend l'œil, il l'avale, il s'étouffe. Imaginez un petit peu la responsabilité, déjà la culpabilité que vous aurez d'avoir un enfant qui peut-être ira jusqu'au décès parce qu'il s'est étouffé avec un bouton d'une poupée que vous avez vendue. La culpabilité, je dirais, personnelle, déjà, il faut encaisser ça. C'est déjà très très dur. Et la responsabilité pénale que vous aurez d'avoir vendu, c'est vous le responsable. Vous ne pourrez pas vous retourner en disant « Ouais, mais mon fournisseur, il m'a... » Non, votre fournisseur, c'est peut-être un Chinois, c'est peut-être un machin. Voilà. Et même nous, par exemple, nous, on a une responsabilité également, mais on n'aura jamais autant de responsabilité que le vendeur. Ouais. Voilà, nous, on va apporter les garanties. Si le vendeur s'entête à vendre un produit qui n'est pas conforme, si on lui dit par exemple ce produit n'est pas conforme, on ne peut pas te le vendre, je vais quand même le commander et je vais le vendre. C'est ta responsabilité, c'est toi qui encaisses. Donc voilà un petit peu les risques dont on peut parler, principaux. Après, il n'y a pas d'autres risques très importants à part ça. C'est déjà suffisant. En synthèse, ne vendons pas de poupées. En synthèse, ne vendez pas de poupées, produits dangereux. Voilà. Oui, je te rejoins sur les risques finalement. J'ai même envie de dire financièrement, même si tu brûles ton capital, alors, effectivement, si c'est tout ce que tu possédais, c'est pas malin. Mais tu auras troqué ça contre de l'expérience, contre un projet, contre de la formation. Il n'y a pas d'échec en fait, en réalité. Si on dit, alors bien sûr, c'est pas évident de dire ça à quelqu'un qui aura perdu 20 000 euros et qui se retrouve avec un site qui coupe parce que ça ne fonctionne pas. Il va lui dire, mais t'inquiète pas, t'as gagné en expérience. L'autre il va lui dire, mais va te faire foutre. Mais ceci dit, c'est vrai, tu as gagné en expérience en réalité quand tu pourras prendre du recul pour apprécier cette expérience, tu pourras rebondir sur un autre projet, tu auras peut-être acquis l'expérience en media buying où tu pourras vendre tes compétences, justement ouvrir ton agence, bien sûr, ta SaaS, c'est tout à fait possible, donc c'est pas perdu. C'est très vrai, il y a quand même beaucoup de gens qui, avant d'avoir un succès e-commerce, en foirent quand même pas mal avant. Quoi. Ouais, complètement. Parce qu'effectivement, au début, même si on est particulièrement chaud, même si on a beaucoup de compétences, etc., effectivement, quand tu n'as pas expérimenté le terrain réellement, tu vas sans doute cafouiller à certains endroits. C'est clair, c'est évident. Tu peux foirer ton premier projet, foirer ton deuxième, mais devenir millionnaire sur le troisième. C'est des scénarios qui arrivent souvent. Nous, en tout cas, on a commencé très tôt. Nous, notre premier site, on avait 19 ans. Ouais. Donc ça remonte à 2016-2017 dans ces eaux-là. Les premiers projets n'étaient pas des succès. Si on s'était arrêté là-dessus, on aurait juste... on a échoué, c'est tout, on passe à autre chose. C'est dommage. C'est, par contre, d'avoir cette assise-là, de dire, on a fait ça, on a testé des choses, encore une fois. De se dire, dès qu'on a eu à nouveau un petit peu d'argent de côté, on s'est dit, on retente l'expérience, mais cette fois-ci, on va le faire mieux, on va pas faire cette connerie-là, etc. Donc, il y a une phrase sur ça, tu n'as réellement échoué que quand tu arrêtes d'essayer. Ouais. Un truc à la con, mais c'est un peu vrai. Donc, vrai. Les risques, ils sont juste de prendre du temps avant de gagner de l'argent. Le risque principal, il est là. Mais globalement, ce qui est bien, c'est comme on l'a évoqué au début, le e-commerce, ça fonctionne. Il y a un point final à cette phrase. Et donc, il n'y a que différentes façons, différentes stratégies à déployer, et ça finira tôt ou tard par fonctionner. Donc après, il faut avoir le courage et la force d'y retourner, de se bagarrer. Tout à fait. Résilience, toujours pareil. Ouais. Et la dernière question, allez, une petite dernière. S'arrêter là, ça fait quand même déjà 1h15 qu'on tourne. Jusqu'où on peut aller en e-commerce? Alors, je pense qu'on peut aller jusqu'au bout du monde. C'est-à-dire quand même, globalement, si on prend les gens dans cet écosystème, ils ont des boutiques, ceux qui performent le plus, qui sont entre, je vais prendre large, mais entre 5 et 15 millions par
par an. Ouais. Ça, c'est les gens qui performent le plus. Et donc ça, c'est ce qu'on peut espérer après plusieurs années de pratique et beaucoup de travail. On peut espérer atteindre ce niveau de business. Ouais. Mais, bien évidemment, les gens qui vont stagner en dessous, qui vont avoir du mal à atteindre ces niveaux-là. Et l'inverse est vrai aussi. Il y a aussi des gens qui vont surperformer, y compris en dropshipping, et aller taper des sommes astronomiques, 20, 30, 50. Jusqu'où on peut aller? Moi, j'aurais du mal à aller au-delà de 50 parce que je crois que j'ai pas d'exemple de personnes qui font plus de 50 millions par... Ça dépend en fait si tu considères simplement un site sur un marché ou si tu parles d'un site ou d'un produit qui va être dupliqué sur d'autres marchés et donc il n'y a pas forcément de limite. Après, c'est un groupe. Aussi je pense à Horace, comme ça. Horace, c'est marqué partie qui est physique maintenant et qui doit brasser bien plus que ça. Qui doit brasser bien plus que ça. Ils ont réussi vraiment à se dégager une image qui est super intéressante. J'ai moi-même acheté des produits Horace. Bon, je ne vais pas forcément retenter l'expérience parce que je n'ai pas été forcément convaincu, on va dire, à la fois par le packaging. Je trouve que l'expérience est un petit peu décevante. Par contre, l'identité qu'ils ont réussi à mettre, elle est très forte. Ils sont implantés partout, c'est très très fort. Et je connais pas forcément les chiffres d'ailleurs de d'affaires d'Horace. Non plus, c'est vrai que je te donne ça un petit peu au hasard, c'est vrai qu'on a ce sentiment, bon, ils ont des boutiques physiques, etc. maintenant Horace. Donc, Ouais, je pense qu'il y a quand même un coût d'implantation qui est quand même très élevé. Il n'y a pas une rentabilité qui doit être énorme sur l'implantation physique. J'ai des distributeurs, mais par contre, encore une fois, ça crédibilise. Ouais. La dernière fois, je vais à Monoprix. J'ai fait des courses à Monoprix à côté du Euro. Effectivement, je vois un grand... dans le rayon beauté, je passe devant et je vois un grand... comment on appelle ça? Un étalage. Un étalage. C'est un nom, en fait. Un segment Horace. Non, mais c'était même pas un segment. Ils avaient leur propre... j'ai oublié le nom de... Rayon. Ouais, leur propre rayon, mais... dédié, c'est-à-dire un rayon en carton. Un stand. Ouais, stand. on va faire tous les noms, mais c'est pas le bon. C'est pas le bon. Enfin bon, ils avaient on va dire une étagère dédiée aux couleurs d'Horace, donc qui était posée là, qui était relativement grande avec tous les produits. Je trouvais ça super bien foutu, la couleur attirait l'œil, c'était bien implanté et c'est vrai que tu passes devant, tu le vois. Il y a très peu de produits pour hommes encore aujourd'hui, je trouve, dans la grande distribution. Je parle pas des boutiques spécialisées, de cosmétiques, etc. Non, je parle vraiment dans la grande distribution. Et là, tu vois un produit qui se dégage un petit peu, qui chouchoute un peu les hommes. Je trouve qu'ils ont pris un angle qui est vachement intéressant. Donc oui, ce genre de boutique peut encore performer de manière énorme. On va prendre aussi l'exemple d'Anthony Bourbon avec Feed. Honnêtement, c'est pareil, le concept, quand tu vois... Le concept donc, de ces repas en poudre qui remplacent un repas normal, honnêtement, j'ai essayé, c'est dégueulasse. Non, mais on va dire les choses comme elles sont, c'est dégueulasse. Le principe est bon parce qu'en réalité, l'intégralité de ce que tu vas prendre dans ton shaker, pour la santé, c'est top. Ouais. Ça remplace ton repas, c'est vrai, ça cale, etc. C'est pas agréable. Et pourtant, l'angle marketing est tel qu'ils font des millions avec Feed. Il a vraiment fait son succès là-dessus. Donc je pense qu'il n'y a pas forcément de limite à un succès e-commerce. Il n'y a pas forcément de limite. C'est juste une question de temps, une question de talent, une question d'équipe, une question de ressources. Évidemment, tu vas avancer plus vite aussi si tu ouvres ton capital, si tu lèves des fonds. En fait, c'est simplement, voilà. Si demain, tu vas faire qui veut être mon... c'est quoi déjà l'émission là? Qui veut être mon associé, voilà, ou Anthony Bourbon et d'autres. C'est pareil, tu lèves 1 million, tu vas avancer beaucoup plus vite. Tu vas pouvoir faire beaucoup plus de choses. Donc non, il n'y a pas forcément de limite. Ça reste l'un des secteurs en fait où on peut commencer quand même avec relativement peu d'argent, plus qu'avant, on l'a dit tout à l'heure. Ça devient plus difficile, mais on peut encore commencer. 2 amis qui ont 20 ans dans leur chambre d'étudiants peuvent commencer malgré tout avec un petit capital de quelques milliers d'euros. Ça reste abordable. Même si on dit 10 000 euros, ça reste un des business les plus accessibles. Exactement. Et tu peux être millionnaire. On a eu des clients comme ça. On a des clients comme ça qui deviennent millionnaires. Alors, je parle de millions sur le chiffre d'affaires. Je parle pas de millions forcément dans la poche et la Rolls-Royce en bas de la rue, mais la boîte peut devenir millionnaire, multimillionnaire, avoir des très très belles réussites en 3 à 5 ans. Donc oui, tout est possible.
Tout est possible dans l'e-commerce, c'est pour ça que c'est... Comme tu l'as évoqué, en fait, il y a le e-commerce. En fait, tu fais grandir ton business à un autre niveau. Tu fais la distribution physique, tu peux créer des magasins. C'est sans limite. C'est quasiment sans limite. Et c'est pour ça que c'est encore un domaine que je trouve absolument génial, le e-commerce, et dans lequel on peut vraiment s'enrichir. Beaucoup plus que, effectivement, par exemple, si je devais me lancer, si j'avais 20 ans, je préférerais malgré tout me lancer en e-commerce avec les difficultés que je connais aujourd'hui, plutôt que de me lancer à corps perdu dans la bourse ou la crypto, où je considère plutôt que ça, c'est des investissements qui découlent d'une structure e-commerce, par exemple, d'une réussite e-commerce. Tu réussis en e-commerce, ok, tu vas mettre tes bénéfices en crypto, en bourse, en immobilier, etc. etc. Ouais, tu fais d'abord du business. Mais tu fais d'abord le business. Ouais. Et quoi de mieux, encore à notre époque, qu'un business e-commerce qui peut aller très loin et très vite, très haut, quoi. Ouais, c'est vrai. Voilà, c'est un petit peu le mot de la fin. Très vite, très haut, c'est pas les mots de la fin. Très vite et très haut pour le e-commerce. Ok. Voilà, écoute, je pense qu'on va s'arrêter là pour... il fait quasiment noir. En plus, on n'avait pas prévu pour cet enregistrement de lumière autre que la lumière naturelle et un peu de lumière artificielle au plafonnier. Donc là, si vous avez suivi cette vidéo jusqu'au bout, si c'est le cas, écoutez, bravo à vous. Vous avez eu, je pense, des réponses intéressantes à pas mal de tes questions. N'empêche que oui, nous sommes au bout. Non, mais c'est vrai qu'on avait quand même beaucoup de questions qui reviennent souvent. Alors avant tout, je me fais pas de... Je sais qu'elles vont revenir, ces questions, elles reviennent toujours. Ça revient toujours, ces questions, elles reviennent tout le temps. Donc on les aura encore, mais une fois de plus, on aura offert une réponse qui est plus à jour, finalement. C'est donc 2024, voici nos réponses pour 2024. Tout du long de cette année, on va essayer de façon de traiter plusieurs sujets, je pense, toujours gravitant autour du e-commerce, mais peut-être aussi un peu s'en éloigner pour parler business, peut-être politique aussi, on verra. Qui sait ? Ouais, on va parler un petit peu business dans son ensemble, on va aborder effectivement d'autres secteurs. Je parlais de l'immobilier, la crypto, la bourse, ça va être des secteurs qu'on va aborder. On va essayer d'avoir un maximum d'invités également, ça serait bien, qui vont pouvoir nous répondre sur ces questions. On n'est pas forcément tous spécialistes, pour pouvoir essayer vraiment d'apporter de la valeur sur cette chaîne. Depuis le temps, effectivement, qu'aucun épisode de podcast audio n'était sorti. Donc là, pour les personnes qui nous écoutent sur le podcast audio, pour les personnes qui nous regardent sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à actionner la petite cloche également. Mettre un commentaire aussi. Mettre un commentaire, mettre un like sur le podcast également, si vous pouvez nous encourager. On a vraiment envie de pouvoir développer un maximum de contenu cette année et d'avoir un maximum d'invités de qualité pour toujours vous informer davantage sur le business, le e-commerce et tout le reste. Voilà. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Pareil, à très bientôt. Puis je pense qu'on va peut-être aller boire un petit verre maintenant. Ça va faire du bien. Cet hiver, on va se réchauffer. On va se réchauffer avec une petite bière, je pense, et manger un petit plat sympathique. À très vite les amis, et on se voit bientôt. Salut Hugo. Ciao. Salut Romain.